Guten Tag, good morning, bonjour, shalom, assalamu alaikum. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, en Afrique et au Togo. Nous disons merci aux deux techniciens qui nous accompagnent aujourd'hui, Michel Vitogbe Tomega et Géraud Dakucha. Nous disons également merci aux deux confrères et à l'invité qui sont au studio, Marc Abouflan de Élite d'Afrique. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les fidèles du Club de la Presse. Thierry Afanouke de Gapola.net, bonjour. Bonjour Sass et bonjour à toutes et à tous. Et comme dimanche, tout le Togo va témoigner sa reconnaissance à Dieu le Tout-Puissant. Pour en parler, nous avons à nos côtés Stéphane Temerekou, bonjour. Bonjour Sass et bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Merci d'être à nos côtés. Et si la technique le permet, nous pourrions entrer en ligne avec quelques confrères à Dapaon et à Anéro. Juste le temps de partager avec nous tous cette pensée du jour que nous tirons de l'œuvre du philosophe allemand Friedrich Nietzsche qui a écrit, citation, « La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat. » Encore une fois, Friedrich Nietzsche qui a écrit que la croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, alors que la seconde se combat. Chacun en son âme et conscience, vous nous direz si nous sommes victimes d'une mauvaise vue ou bien d'une mauvaise foi. Et chacun en son âme et conscience. Quant à nous ici, Thierry Afanouke, rebonjour. Oh, bonjour Sass. Demain, samedi 14 décembre, sera un jour particulier dans la vie de deux confrères. Pendant que l'un va se marier, il s'agit du confrère Sylvestre Béni du journal La Manchette qui se marie demain samedi à l'église catholique de Clicamé. Eh bien, c'est demain qu'un autre confrère va pleurer, Lucien Dossou-Mensan, qui enterre sa maman à AVV dans la préfecture des Lacs. Ah oui, tout d'abord, nos condoléances au doyen. Lucien Messon qui a perdu sa maman. Nos pensées l'accompagnent dans ce moment difficile et nous souhaitons que la terre soit légère à sa maman et que Dieu même puisse combler ce vide laissé par le décès de sa mère. Concernant Sylvestre Béni, je crois que c'est une marche, c'est un pas de plus dans sa vie. Il est en train d'accomplir la parole de Dieu qui recommande à ce que l'homme ne soit pas seul. Et nous le félicitons pour cet engagement. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Les quelques heures qu'il lui reste encore avant que on lui passe la bague à la main, nous demandons que le Dieu Tout-Puissant puisse l'assister, l'accompagner pour que cette célébration soit une véritable bénédiction dans sa vie. Et je crois que les confrères seront mobilisés pour l'accompagner pour ce processus-là parce que nous ne sommes là pas seulement que quand il y a des deuils, mais quand c'est des moments heureux aussi, il faudrait que nous puissions partager. Merci, nous sommes tous invités aussi bien à VV qu'à Beklikame, seulement la difficulté. Comment être aux côtés de Lucien Dossou-Mensan le matin à VV et revenir se réjouir avec Sylvestre Béni l'après-midi dans l'église catholique de Clicamé. Voilà la prouesse que nous devrons réaliser demain, Marc. Oui, bien évidemment. Je pense qu'il faut d'abord présenter toutes nos condoléances au confrère Lucien, mais également féliciter le confrère Sylvestre Béni qui va en tout cas passer cette étape de plus. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué quand vous voyez la distance entre AVV et Beklikame, AVV qui est difficile d'accès d'ailleurs. D'accès d'AVV qui est très compliqué par ce temps poussiéreux.
Mais je peux assurer quand même que les confrères seront nombreux mobilisés et autour du confrère Lucien Messin et autour de Sylvestre Abeni. Merci. Eh bien, rappelez que la consoeur Amano Megnon, également qui est partie, nous témoignons nos compassions, nos condoléances à la famille de Radio Lomé, à la famille de la TVT, à la famille biologique de Amano Megnon. Et j'allais oublier Radio Efata, où Amano Megnon a également servi. C'est la vie. C'est la vie. C'est pourquoi nous devons encore célébrer la vie à chaque instant que Dieu nous accorde. Eh bien, nous prenons un vol spécial pour atterrir à Dapaon. Allô, les manés? La fière. Eh bien, vous êtes à Dapaon. Oui. Eh bien, dans l'ambiance de la fête traditionnelle Tingbang Pap qui va se célébrer ce week-end, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur Sass. Eh bien, nous sommes à Dapaon. Oui. Et c'est samedi la fête traditionnelle Tingbang Pap. Oui. Et nous sommes dans le cadre d'une association dénommée Synergie de l'élite de la savane, en abrégé SES. Voilà. Oui, Synergie de l'élite de la savane qui s'associe à la fête Tingbang Pap avec une activité particulière que vous menez aujourd'hui même. Oui, et bien évidemment. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Maxi Damtaré et je préside l'association Synergie de l'élite de la savane. Une jeune association qui est née depuis le 11 septembre 2017 et qui a pour but principal l'amélioration des conditions socio-économiques et culturelles des populations togolaises dans une approche de développement humain, durable et participatif. Et pour marquer ce but, nous avons conçu, n'est-ce pas, un projet dénommé Fête de la Pentade. Puisque, en réalité, vous connaissez bien la région de la savane, c'est la région de la Pentade. C'est d'où vient la Pentade pour nourrir toute l'étendue du territoire togolais. Et nous avons estimé que il est temps d'organiser ou bien de célébrer cette espèce de volaille-là qui donne une identité particulière à la région de la savane, comme l'igname aussi dans le bassin. Et pour cela, nous avons décidé d'organiser une rencontre entre certains membres de l'association Synergie de l'élite de la savane, ici même à Dapaon, et la presse, les médias et certains concitoyens pour échanger, leur apporter l'information de la première édition qui sera organisée en 2020. Voilà. Donc, c'est ce que vous faites actuellement? Actuellement, nous sommes en pleine rencontre au niveau du centre Bonita House de l'ONG IT Village. Nous sommes dans leur cantine qui est en même temps un amphi. Donc, je me suis juste retiré pour communiquer avec vous. Et la rencontre poursuit de l'autre côté. Donc la rencontre se poursuit actuellement pour partager cette idée d'élargir la fête de la Pentade à toute la population des savanes. Mais nous sommes juste à la veille de la fête Tingbang Pap. Est-ce que la Pentade sera déjà la reine de cette édition 2019? Bien sûr, parce que nous avons prévu à la fin de la rencontre une dégustation de la viande, de la meilleure viande, hein, parce que parmi les volailles, la viande de la Pentade est qualifiée de meilleure viande. Donc, à la fin de la rencontre, il y aura une dégustation de la viande de la Pentade. Et nous allons bien manger la Pentade, puisque nous sommes d'ailleurs dans la région et à la veille de la fête traditionnelle où la Pentade abonde, bien évidemment. Eh bien, vous dégustez la Pentade grillée, mais ne nous oubliez pas, nous sommes 4 au studio et 2 techniciens qui nous accompagnent. Bien sûr, monsieur Siassas. On ne va pas vous oublier. Donc, nous souhaitons une bonne fête à la fois de la Pentade et de Tingbang Pap. Oui. Merci, monsieur Sass. C'est aussi l'occasion, hein, c'est l'occasion pour l'association, parce que en organisant aussi cette rencontre, c'est de porter bien sûr l'information
mais aussi c'est l'occasion de lancer un appel à toutes les bonnes volontés, les sponsors qui croient en ce projet et de soutenir cette initiative qui, n'est-ce pas, permettra à l'éleveur, le paysan éleveur dans le village de sortir de sa misère, d'être encouragé et de sortir de sa misère. Merci, merci Dame Taré d'Apaon. Vous devez déjà sentir l'harmattan chez vous là-bas. Ouais, l'harmattan bat le plein. Ouais, actuellement. Oui. La fraîcheur, c'est mieux que la chaleur quand même. Merci. Et Thierry Afanouke Macaboflan me prie de vous demander d'aller mollo avec le Tchapalo. Ah, bien sûr, le Tchapalo aussi est surtout à partir de lundi prochain, les tests d'alcoolémie seront... Merci Dame Taré. Oui, faire attention avec le Tchapalo parce que c'est le ministre de la Sécurité qui se trouve être votre frère de région qui a annoncé qu'à partir de lundi, on fera le test d'alcool au guidon des motos au volant des voitures. Ah, bien sûr, mais lui-même, je pense que c'est un grand consommateur de Tchapalo, mais il est le premier consommateur d'ailleurs. Et je ne crois pas qu'il pourra interdire cela parce que lui-même il a déjà donné l'exemple. Bon, il n'a pas interdit, il a seulement déconseillé qu'on ne prenne pas le guidon de sa moto, bien le volant de sa voiture, si on a pris un peu trop de tchoukoutou, de sodabi, de tchapalo, de vin ou bien de toute autre boisson alcoolisée. Merci à vous, Maxi Damtaré. Et bien, bonne fête encore une fois de Tingbang Pap. Eh bien, les savanes qui sont en fête, alors que le week-end dernier, c'est la préfecture de la Binan, chef-lieu Pagouda, qui a célébré aussi la fête Saint-Karine, ce que nous rappelle aujourd'hui le confrère Vox Populi, initiation des jeunes dans la préfecture de la Binan, Saint-Karine. Ce qu'il faut en savoir, c'est à la page 3 donc de Vox Populi. Voilà cette brève que nous venons de partager avec vous en direct depuis Dapaon. Et puis Stéphane, rebonjour. Bonjour Sas. Eh bien, nous avons déjà reçu le pasteur Eli le mardi qui nous a annoncé l'édition 2019 de la journée nationale de reconnaissance à Dieu. Vous confirmez que l'événement aura lieu le dimanche prochain. Le 15 décembre, ce dimanche donc, aura lieu au stade Omnisport de Lomé, la journée nationale de reconnaissance à Dieu, la JNRD. Alors, ce sera l'occasion de témoigner notre reconnaissance par des supplications, des prières, également des louanges. Tout à fait. La Bible déclare, et c'est Dieu qui l'a dit, soyez reconnaissants. Ça voudra dire que si vous êtes conscient que l'Éternel Dieu vous a fait quelque chose, il importe que vous puissiez un jour de l'année, vous retrouvez avec vos frères et présenter vos gratitudes à son endroit. Donc, c'est la raison d'être de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, qui pour cette année aura lieu pour la 7e fois et sur toute l'étendue du territoire. Et le cas Lomé sera bien au stade Omnisport de Lomé. Donc, c'est pas seulement Lomé, mais ce serait sur toute l'étendue du territoire. Et pour le compte de la région maritime, Tchévier se rassemblera au stade Dr Kaolo. Et pour le compte de la région des Plateaux, ce serait à 2 endroits, à Takpamé puis à Kpalimé. Pour le compte de la région centrale, ce serait au niveau du stade, ce serait à Sokodé. Et pour le compte de la région de la Kara, ce serait l'esplanade du Palais des Congrès. Et encore dans les 6 autres préfectures de la région là-bas. Et pour le compte de la région des Savanes, ce serait à Dapaon. Et la GNRD qui sera à la sauce pentade et à l'odeur chapalo dans l'ambiance Tingbang Pap à Dapaon. Alors si on revient ici à Lomé, est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de quelques groupes de chorales ou bien d'orchestre ou bien d'artistes de la chanson ou bien de chantres avec qui nous louerons ensemble Dieu? Naturellement, il y aura le groupe Salut et Joie. Il y aura également la chorale Maopegoussin et plus une dizaine d'autres chorales. Il y aura également les artistes comme John and Gifty, Collins et d'autres que je voudrais bien taire ici parce qu'il y a un pléthore d'artistes qui auront à animer un gigantesque concert à l'issue de la cérémonie ce dimanche-là. Et c'est d'ailleurs là la particularité de cette année. Et l'accès au stade municipal de Lomé sera gratuit.
Et par le passé, vous aviez des mécanismes pour faciliter un peu le transport depuis les différents quartiers de Lomé jusqu'au lieu. Oui, vu le niveau de la mobilisation aujourd'hui, les bus que nous mettons en disposition ne seront pas assez suffisants pour converger tout le monde au stade. Alors, nous conseillons les uns les autres qu'ils puissent faire un petit effort pour arriver. Il ne faudrait pas que le fait de ne pas trouver des bus soit un prétexte pour les gens de ne pas arriver. Parce qu'il importe que nous puissions ensemble, comme un seul peuple, un seul cœur et une seule âme, nous tenir debout devant l'Éternel et lui dire merci. Notre conviction, c'est que cela attirera les bénédictions de Dieu sur la terre de nos aïeux. Merci. Donc, tout le Togo qui se met en communion pour témoigner sa reconnaissance au Dieu Tout-Puissant le dimanche 15 décembre prochain à Lomé, mais un peu partout. Eh bien, prions que Dieu écoute nos supplications, Stéphane. Dieu l'écoutera sûrement parce que vous ne pouvez pas venir devant Dieu pour lui dire merci et qu'il ferme les oreilles. Et dans Luc 17, quand vous lisez très bien, il y avait 10 lépreux qui étaient guéris par Jésus. Les 10 sont repartis, tout joyeux, tout naturellement. Mais le seul, ce Samaritain-là, l'étranger, qui était revenu à Jésus pour lui dire merci, Jésus a bien ouvert ses oreilles pour l'écouter. Et non seulement pour l'écouter, mais pour lui ajouter, en plus de sa guérison, le salut, en lui disant « ta foi t'a sauvé ». Merci. Dieu écoute toujours nos prières à la seule condition que nous soyons sincères en parlant avec Dieu, Stéphane. Tout à fait. Il faudrait quand même que nous puissions arriver devant Dieu pour le prier, pour le remercier, lui présenter également nos supplications, nos prières et demander à ce qu'il puisse nous accorder sa grâce en effaçant nos péchés, tout ce que nous aurions commis à son endroit qui ne devrait pas à notre bonne marche. Donc ce dimanche, avant la prière, nous aurons à intercéder, à supplier le Seigneur avant de lui dire merci. Et qu'il en soit ainsi. Merci à vous, Stéphane, de vous déplacer en personne pour nous réitérer cette invitation. Marc Abouflan, Thierry Afankwe, ils seront sûrement, après avoir enterré la maman de Lucien Diossou samedi le matin, après avoir aidé Sylvestre Béni dans sa réjouissance le samedi dans la soirée. Donc le dimanche, témoigner notre reconnaissance à Dieu. Et puis oui, Marc. Vous savez, le chrétien que je suis et surtout la reconnaissance fait partie de mes valeurs fondamentales. Et j'ai toujours apprécié cette initiative depuis sa première édition, parce que pour une nation qui dès son préambule se place sous la protection de Dieu, il est important quand on finit une année avec tout ce qu'on connaît comme haut et bas, de se mettre ensemble pour louer le Seigneur et surtout lui rendre grâce. Et comme l'a souligné M. Stéphane, la reconnaissance hâte les bénédictions de Dieu sur les nations. Merci. Oui, Thierry. Aller dans le même sens abonder dans le même sens que Marc. Je crois que ici, ce n'est pas une question de politique, c'est aller au contact, au communier plutôt avec Dieu. Donc, il est important que Togolais que nous sommes, Togolaises que nous sommes, nous soyons de la partie pour qu'ensemble nous puissions dire merci à Dieu, parce que à côté de nous, proche de nous, nous voyons tout ce qui se passe dans les différents pays. Si Dieu nous a permis de traverser ces 365 jours et que nous avons la paix dans notre pays, il est de bonne guerre que nous puissions être assez reconnaissants pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, et ne perdons pas de vue que sans Dieu, rien n'est possible alors. Merci. Notre reconnaissance à Dieu également aux forces de sécurité. On a beau les critiquer, mais ils sont là sous le soleil, dans la pluie, dans la poussière. Quand il fait jour, ils sont là. Quand il fait nuit et que nous dormons à côté de nos épouses, eux, ils sont encore dans la nature, d'autres même dans la brousse, pour veiller sur nous. Marc Abouflan, on a beau les critiquer pour leurs insuffisances, on a beau les critiquer pour les erreurs, ce qu'ils font avec quelques défauts, mais ne jamais oublier quand même à leur dire merci. D'autant plus que ce sont nos compatriotes, nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos parents. Oui, bien évidemment, ça, vous savez que je suis l'un des plus critiques envers les forces de sécurité, surtout quand il s'agit de dénoncer leur raquette, mais il faut reconnaître quand même qu'ils arrivent des fois, qu'ils font des exploits. Moi, je peux me faire le porte-écho de tout mon quartier. C'est quel quartier? C'est pas un secret d'État. C'est le quartier d'Adidogomé, derrière
le lycée moderne, où depuis quelques mois déjà, c'est la hantise, des petits larcins par-ci, des braquages, des vols de motos. Et nous avons été surpris, je pense tout le quartier, d'apprendre qu'un des principaux meneurs là de cette fronde là, ou en tout cas de ces groupes de voleurs de quartier ont été abattus par la police nationale. En tout cas, même si j'entends s'il y a des gens décriés, au sein du quartier, c'est un soulagement de ce travail-là fait par la police nationale. Et c'est le lieu de leur donner du courage, de les appeler à continuer cette veille-là, surtout pendant ces périodes sensibles où les voleurs, escrocs et autres arnaqueurs pilent. À tous les policiers, gendarmes, militaires et autres agents des forces de sécurité et de défense, nous vous témoignons notre reconnaissance, ce qui va vous pousser à faire mieux et avec le moins d'erreurs prochainement. Oui, il faut les encourager. Vous savez, même dans les grandes démocraties, il y a toujours des bavures policières, mais cela n'empêche pas ces forces de l'ordre et tous les autres corps de l'armée de remplir avec succès leurs différentes missions. Donc c'est nos frères, c'est nos sœurs, il faut les encourager. Je crois qu'on va parler bientôt du bilan sur la sécurité routière. Si aujourd'hui nous avons ce résultat quelque part, c'est que ceux des forces de l'ordre positionnés sur nos différentes routes ont contribué, ont participé à obtenir ce résultat-là. Donc soyons indulgents avec eux. Leur travail n'est pas facile. C'est vrai, nous sommes très critiques à leur égard, à leur endroit, mais c'est que nous avons ce souci-là qu'ils puissent mieux faire. C'est pour cela que des fois nous portons des critiques sur les actes qu'ils posent ici et là. Sinon, félicitations à eux et surtout leurs différents chefs, à commencer par le ministre de la Sécurité, le général Yak Damihan, le directeur de la police nationale, le colonel Okpaoul, et le directeur de la gendarmerie Massinan, et puis le chef d'état-major, le général Katanga et les autres. Merci, mais je préfère adresser mes félicitations directement aux agents sur le terrain qui sont dans la poussière, sous le soleil et sous la pluie. Et c'est le lieu aussi d'interpeller encore les autorités pour que on puisse appliquer leur statut particulier, surtout au niveau de la police, parce que vous savez, ils ne sont pas aussi traités, ils ne sont pas nantis au niveau de l'armée, alors qu'ils abattent beaucoup de choses sur le terrain, et puis ils participent. Vous savez que il y a différents services qu'ils rendent, ils participent également d'une manière ou d'une autre au budget de l'État. Donc il faudrait que les conditions de vie et de travail de ces agents-là soient véritablement améliorées. Pour que nous journalistes, nous ne comprendrons jamais pourquoi ce statut particulier de la police qui est voté reste à dormir dans les tiroirs, alors que c'est quand même un gendarme qui préside le ministère. Pourquoi le général Yark ne fait pas un plaidoyer pour soumettre un projet de décret d'application il fut un temps, il y a eu un conseil des ministres où le chef de l'État demandait, ou du moins on demandait aux différents ministres d'œuvrer pour que des tests, sur les décrets d'application. Voilà, pour que les différents statuts là ou tests là puissent être d'application. Mais on ne comprend pas pourquoi ça traîne. Les policiers ici au Togo, nous en parlons. Mais peut-être que on peut faire un clin d'œil à leurs collègues de la France. Vous savez que la France est dans une ambiance de réforme pour les retraites, ce qui soulève beaucoup de grèves et autres manifestations. Eh bien, j'ai appris ce matin sur Radio France Internationale que les policiers ont discuté avec leur ministre hier, et les différents syndicats de policiers ont obtenu que le gouvernement leur préserve le statut particulier pour leur admission à la retraite. Alors si le gouvernement écoute les policiers en France, et pourquoi on ne ferait pas autant ici au Togo? Oui, ça on ne le dira jamais assez. Vous savez, à chaque fois nous critiquons notre police pour des fois
parce qu'elle n'est pas inefficace, parce qu'elle est inefficace des fois, parce qu'elle ne fait pas ci, parce qu'elle ne fait pas ça. Mais nous oublions aussi les conditions difficiles dans lesquelles ces hommes et femmes sont appelés à exercer. Même des fois, quand vous voyez des uniformes de policiers de la nation, ceux qui sont là sous le soleil, sous la pluie, à nous servir, vous avez pitié de ces personnes. Et c'est le lieu, encore une fois, d'interpeller le gendarme Okpaoul aujourd'hui, qui dirige la police nationale. Là encore, il faut se poser des questions. Le ministère de la Sécurité devrait vraiment améliorer le quotidien de ces personnes-là. Vous parlez des tenues, vous avez oublié de dire que le prix de leurs tenues sont à la charge des policiers, des gendarmes, même des militaires. Non, je vais en venir. Des fois, même, vous allez dans des commissariats, ils n'ont pas de véhicule disponible quand il faut transporter les gendarmes. Non, c'est le quotidien, c'est pas des fois. Des fois, quand le véhicule est disponible, il n'y a pas de carburant dedans. Il y a tout un certain nombre de choses qu'il faudrait régler. En tout cas, à chaque fois qu'on parle, les gendarmes doivent faire ci, les policiers doivent faire ça. Il faudrait quand même que le gouvernement leur donne le minimum de moyens qu'il faut pour qu'ils puissent faire leur travail. Pour terminer, à l'endroit de tous les policiers, de tous les gendarmes, de tous les douaniers, sapeurs, pompiers, militaires. Thierry, en 91, vous étiez très jeune. Sinon, vous auriez en mémoire ce que l'ancien ministre de l'Intérieur, Yao Komlavi, avait dit. Si vous mangez la pâte et que la sauce finit, et que vous envoyez quelqu'un chercher la sauce, si celui-là vient vous raconter ce qu'il a entendu au moment où il était allé chercher la sauce, vous perdriez votre envie de manger. C'est ce que Vivien Yao Komlavi nous avait dit il y a près de 30 ans, il y a 28 ans exactement. Eh bien, nous critiquons beaucoup les forces de défense et de sécurité, mais si nous connaissions certaines de leurs réalités, nous serions peut-être plus indulgents. Ceci n'est quand même pas un blanc-seing pour les bavures. Mais nous enchaînons avec le bilan de la sécurité ou de l'insécurité au deuxième semestre 2019, tel que le ministre Yak, encore lui, en tout cas, il ne craint pas le micro, il ne craint pas la presse. Félicitations à cela. Eh bien, il a rencontré la presse hier pour présenter le bilan de la sécurité au premier semestre 2019. Eh bien, Thierry, je présume que vous y avez été. Oui. Eh bien, rendez-nous compte. Seulement que je n'ai pas eu accès à la salle parce que j'étais un peu en retard. Et vous avez été puni. Voilà, mais je peux dire que dans l'ensemble, c'est un résultat en tout cas encourageant. On souhaite avoir des routes avec moins de décès, moins d'accidents, et c'est le lieu, on l'a dit tantôt, de féliciter les agents qui sont positionnés dans la circulation et qui réglemente la circulation, qui passe aussi des fois au contrôle des pièces des véhicules. Il faut les féliciter, les encourager. Maintenant, le résultat obtenu, je crois que ceci on l'a eu parce que quelque part l'état de nos routes aussi ont été un peu améliorés, et ici nous avons toujours crié à ce que les feux tricolores puissent marcher à chaque fois qu'il y a des défaillances ici et là. Nous interpellons et au fur et à mesure on corrigeait cela. Et puis aujourd'hui, je crois que les Togolais commencent par communiquer bien dans la circulation, parce que la circulation, quand vous êtes dans la circulation, il faut savoir communiquer, d'où la maîtrise du code de la route. Donc tout cela participe à ce qu'on puisse avoir moins d'accidents sur nos routes. Nous allons inviter les uns et les autres, parce que nous rentrons dans les périodes de fête de fin d'année, de maintenir le cap, d'être beaucoup plus prudent et vigilant quand on est en circulation. Quand vous voulez bifurquer d'un côté à un autre, il faut l'annoncer à temps pour permettre à ceux qui sont derrière vous ou encore devant vous de vous céder le passage. Cela va faciliter ou va garantir plus de sécurité. Merci. On va faire l'économie des chiffres. Mais Mac Aboulflan, le constat est réel que au second semestre, nos routes ont enregistré moins d'accidents et par conséquent moins de blessés et moins de morts par rapport au premier semestre.
le ministre qui a témoigné sa reconnaissance à ces agents qui veillent avec beaucoup plus de présence et beaucoup plus de pédagogie, mais également aux usagers qui respectent de mieux en mieux le code de la route. Mais il n'y a pas que la route qui a tué au second semestre. Il y a eu encore malheureusement de braquages, de cambriolages et autres noyades, voire des suicides par pendaison. Tout ce qui dénote encore un certain mal-être sur la terre de nos aïeux. Je ne vais pas rappeler ce récent rapport qui classe le Togo parmi les pays où les populations sont les plus malheureuses au monde. Mais c'est pour dire que moi, c'est vrai que les accidents de la route ont baissé, par conséquent le nombre de morts et de blessés, mais nos routes n'en demeurent pas moins morbides, parce que quand vous prenez les chiffres, c'est quand même assez élevé. Et le ministre a préconisé un certain nombre de mesures, notamment à partir de 2020, la vérification stricte de ces fameux permis moto. On n'en parle plus assez ces derniers temps. Il y a également ce fameux test d'alcoolémie qui va apparaître. Mais il y a un problème qui date de plusieurs années que le ministre n'ose jamais toucher. C'est la question de surcharge sur nos voies. Ah oui. C'est devenu normal que des voitures de 5 places au Togo prennent minimum 7 personnes. Et ça ne préoccupe ni le ministre ni ses agents, parce que ceux qui sont en faction un peu sur les voies de l'intérieur pour la nationale numéro 3 que je maîtrise, prennent raquettes 200, 300 aux chauffeurs pour les laisser passer avec la surcharge. Et à mon avis, c'est ça aussi quelque chose d'inquiétant. Si on prend toutes ces mesures-là, sans parler de la question de la surcharge, je pense qu'il y a beaucoup qui reste à faire au niveau de ce ministère-là. Merci. Donc, l'information est tombée hier. Le ministre avait annoncé qu'en principe, le contrôle du permis de conduire moto A devrait commencer le 1er décembre. Bon, il a décalé avec un certain retard, que ce sera à partir du 30 avril, c'est ça? Et puis, mais il a annoncé que à partir de lundi, il y aura l'alcotest. Alors, est-ce que l'alcotest sera effectif le lundi, ou bien est-ce qu'il sera obligé encore de le glisser quelque part? Non, je crois que dans d'autres pays, c'est déjà d'application. On veut l'essayer chez nous. Je crois que ça va contribuer à la réduction des accidents sur nos routes. Ça, je n'en doute pas. Mais c'est l'effectivité de cette lutte. Parce oui, que c'est le même hier qui a annoncé que le contrôle des permis A aurait dû commencer déjà en novembre. Après, il a décalé sur le 1er décembre. Maintenant, c'est le 30 avril. Sauf que il y a eu, ils ne se sont pas concertés, parce que pour cette décision du contrôle de ce permis-là, il devrait travailler de pair avec son collègue du ministère des Infrastructures et des Transports. Vous avez suivi cette actualité tout comme moi, où à un moment donné, il y avait des dichotomies, des communiqués qui allaient dans tous les sens. À un moment donné, je crois que ils ont harmonisé les choses, et que actuellement il y a la possibilité de passer ce test-là, ce permis-là, pour circuler à 2 roues. Oui, il faut quand même noter que la mesure du gouvernement suscitait un certain engouement, parce que c'est près de 50 000 dossiers, 50 000 personnes qui se sont déclarées pour suivre les modules et suivre l'examen. Bon, en attendant, quand même, c'est un engouement, parce que du jour au lendemain, près de 50 000 Togolais qui volontairement vont s'inscrire pour suivre le code de la route et passer le permis A. C'est quand même une mesure d'acquis. Oui, c'est parce que et vous savez que il y a une partie qui utilise les 2 roues pour le Z. Donc c'est une activité, cela constitue une activité pour beaucoup de Togolais. Donc tout le monde veut être en règle. Vous savez que quand on avait pris la décision du port de casque et de même des ceintures, tout le monde s'est appliqué, et tout cela aussi ont contribué à la réduction des accidents sur nos routes. Maintenant, tout le monde veut être en règle en obtenant ce permis-là. C'est pour cela où il y a eu cet engouement autour de la chose. Concernant le contrôle de l'alcotest, mon inquiétude, est-ce que les agents qui seront déployés sur les différents axes, ils ont été suffisamment sensibilisés ou bien outillés, formés, voilà,
pour l'utilisation de ce alcotest là. Et maintenant, si quelqu'un on constate que son taux d'alcoolisme est élevé, je ne sais pas, est-ce que l'engin lui serait retiré, cela va engendrer. Donc sur ce point-là, on n'a pas assez communiqué là-dessus. Est-ce que ils vont aller étape par étape, premièrement commencer par sensibiliser et après passer à l'étape des sanctions. Je ne sais pas trop comment ça va se faire, mais c'est très important. Vous savez que la période que nous traversions actuellement, c'est les fêtes, donc l'alcool, ça coule. Merci, l'alcool coule, mais l'alcool ne rime pas avec la santé, la sécurité. Nous devrions également le savoir. Marc Aboflan, le gouvernement a un nouveau ministre depuis hier soir. Nous avons tous appris cette décision-là du gouvernement de nommer au poste vacant de ministre des enseignements primaires et secondaires le tout nouveau retraité, en tout cas de la société Togocom, le tout nouveau retraité ou bien tout nouveau délogé? Non, tout nouveau retraité, okay. Parce que maintenant on peut toujours épiloguer sur les conditions de cette retraite, mais le tout nouveau retraité, donc Akadé Diafo, qui va prendre ce ministère-là. Je pense que nous avions suffisamment dit ici qu'il était indispensable qu'un ministère aussi important ait un répondant et que ce ne soit pas le Premier ministre qui s'affuble du titre du ministre des enseignements primaires et secondaires sans décret officiel qui l'accompagne. Je pense finalement que ces choses faites et qu'il y a beaucoup de chantiers qui attendent le tout nouveau ministre. Et donc, en 2 mois ou 3 mois. Bon, on peut présumer que le monde de l'enseignement, les enseignants, les élèves, tout le corps de l'enseignement doit pousser un ouf. Ils ont enfin un ministre qu'ils pourront rencontrer régulièrement pour leurs problèmes. Alors, la nomination de Akadé Diafo au gouvernement hier, est-ce que ça répondait à un impératif enfin, ou bien c'était plutôt une consolation que la présidence de la République lui a faite après qu'il ait quitté Togocom dans les conditions qui n'est plus important de rappeler? J'opte pour le second. La consolation. Oui, parce que tout d'abord félicitations à lui, et à croire que quand on est ami du chef de l'État ou proche du président ou encore vice-président du parti au pouvoir UNIR, on ne chôme pas. Parce que en moins d'1 mois qu'il a quitté la tête de Togocom, Togo Cellulaire, on lui trouve du coup du job. Pendant ce temps, il y a d'autres qui traînent encore leur diplôme et ils n'ont pas à faire. Et donc voilà. Et puis il faut faire observer que ils étaient 2. Vice-président du parti au pouvoir qui n'occupait pas de poste de ministre. Maintenant, il a quitté ce groupe-là. Il reste seulement Madame Memounatou, qui elle est déjà députée à l'Assemblée nationale. N'empêche, on a d'autres vice-présidents qui font partie d'ailleurs du bureau, de l'Assemblée nationale, mais qui ont été encore nommés ministres. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur n'a jamais été remplacé dans le bureau de l'Assemblée nationale à ce que je sache. Nommé ministre, il perd de facto son. Ah non, attention, Marc. On a vu ça avec Klassou, l'actuel Premier ministre, oui. Quand il était vice-président de l'Assemblée nationale, quand on l'a nommé Premier ministre, mais il a toujours gardé. On l'a jamais remplacé. Non, le poste était resté vacant. Le poste est resté vacant, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'occupe. Qui vous dit qu'il n'a toujours pas les avantages liés à en tout cas, on est au Togo et tout est possible. Aujourd'hui, voilà qu'on lui arrache. On lui arrache le poste du ministre des enseignements primaires et secondaires, un poste qui s'est attribué lui-même, au point où il a fait même nommer
un directeur de cabinet, un proche de lui qui lui rendait compte de tout ce qui se passait là-bas. Maintenant, il perd finalement ce poste-là. On attend de voir ce que le nouveau ministre va faire dans les tout prochains jours, quand on sait que les enseignants sont exigeants sur la question de 2 milliards. Parce que il y a actuellement ce débat-là. C'est vrai que le ministre Barra essayait de gérer cette affaire-là, mais les enseignants, ce que je sache, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Merci. C'est quand même un fait que le poste du ministre de l'enseignement primaire secondaire était vacant depuis, mais il a suffi que Acha Deji quitte Togocom pour être nommé là-bas. Mais ce que Thierry rappelle, c'est quand même important. Hein, le ministre Taïrou Babiek, il était élu député, premier vice-président de l'Assemblée nationale avant d'être nommé au gouvernement, et le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale reste vacant jusqu'à ce jour. Alors, est-ce qu'on attend que quelqu'un soit enlevé d'un poste quelque part pour pouvoir à ce poste-là aussi? Non, la bonne question, il faut la poser aux députés, au bureau de l'Assemblée nationale qui doit organiser un nouveau vote en réalité. Parce que cette question, à mon avis, n'incombe pas au gouvernement, même si on peut dire qu'il y a c'est deux institutions différentes. Il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée nationale. Maintenant que l'Assemblée nationale ne pourvoit pas à ces postes vacants, alors qu'il y a une majorité parlementaire, il y a une opposition parlementaire aussi qui n'en parle pas. Je pense que c'est le problème de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour revenir au Premier ministre, que le Premier ministre, avec tout ce qu'il a comme background, ce qu'on lui connaît, pour avoir été ancien ministre même des enseignements, professeur de son État, s'attribue un poste ministériel sans que derrière, il n'y a eu aucun document officiel. Aucun décret qui l'atteste, qui le confirme. Moi, je dis, il peut encore dire ça peut-être à ses enfants ou à ses bénis oui qui le croient. Mais pour moi, le Premier ministre n'a jamais été préposé à l'enseignement supérieur, enfin, aux enseignements primaires et secondaires, tant qu'il n'y a aucun document officiel de la République qui le prouve. Maintenant, parce que pour moi, le gouvernement, ce n'est pas un jeu d'amis où, bon, il y a un poste vacant, je l'occupe en attendant. Non, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Maintenant, s'il faut opiner sur la capacité du nouveau ministre à gérer ce poste, c'est là, en vérité, la vraie question. Et quand on voit le parcours d'Acha Dedi Afo, nous connaissons tous les problèmes qu'il y a eu à Togo Télécom avant qu'il ne prenne la direction. Tous ces syndicats-là qui s'agitaient à un moment donné au sein de Togo Télécom avant qu'Acha Dedi ne cumule la direction de Togo Télécom avec la direction de Togocel. Et on a vu que rapidement ces problèmes se sont estompés. Est-ce à cause? Non, il faut aller au fond. Est-ce à cause? Il a fallu qu'on licencie des secrétaires généraux de ces syndicats-là, Marc. Si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. Peut-être c'est pour fragiliser le mouvement. Mouvement fragilisé ou pas. Vous savez, quand on est à l'exécutif, on veut résoudre des problèmes. Pas en faisant licencier des gens quand même. Si le problème est résolu et que les employés qui sont là continuent pas à faire le travail comme il faut, moi je ne vois aucun problème parce qu'il faut quand même que l'entreprise fonctionne. S'il y a des syndicalistes qui paralysent le fonctionnement normal d'une entreprise, il faut les enlever. Non, mais je veux dire seulement une curiosité. Qu'on peut quand même comprendre, on peut comprendre cette nomination par le fait que la personne en question a les compétences données pour gérer un ministère. Eh bien, nous le verrons à l'œuvre seulement. Avec qui il fera passation de service. Je suis curieux de découvrir cela. Maintenant, nous ouvrons la page des élections. Nous savons, et vous le savez aussi, que nous avons 2 échéances électorales en vue. Le football togolais qui va se choisir un nouveau président, un nouveau comité exécutif pour les élections qui auront lieu le 25 janvier. Parlons, avant d'embrayer plus haut, eh bien, le Canard indépendant nous en parle aujourd'hui et écrit donc le Canard indépendant qui écrit en attendant cette assemblée générale élective de la Fédération togolaise de football, le Canard indépendant voit un premier succès à l'équipe du président sortant, Guy Akpovi. Le Canard a écrit qu'il prévaut actuellement un climat de sérénité à la fédération, ce qui tranche avec les turbulences qui ont toujours secoué le milieu du football avant la prise de fonction de l'équipe Nouvel Élan, présidée par
Guy Yaovi Akpovi. Alors Thierry, si je vous demandais d'esquisser un bilan de Akpovi à la tête du football durant ces 4 dernières années. Oui, je vais essayer. Vous savez, avec lui, le championnat a repris, non seulement la première division, mais les autres également. Avec lui, le Togo a régulièrement participé aux compétitions continentales. C'est à son actif. Avec lui aussi, on a connu peu de violence sur les stades. C'est vrai que il y a eu des couacs ici et là, mais ils ont su juguler l'affaire là. Par contre, il y a d'autres affaires qui ont été mal gérées. Peut-être l'affaire Bikinti. Avec tout ce que ça a occasionné. Donc Guy Akpovi, en tout cas, si les électeurs veulent continuer avec lui, je crois que le moment venu, ils vont se prononcer. Mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Je crois qu'il est conscient et que si jamais il est reconduit, il va en tenir compte. Encore qu'il soit candidat lui-même, on y reviendra. Non, il y a déjà des signaux. Vous aussi une esquisse du bilan de Akpovi à la tête du football togolais. La seule chose, en tout cas, que je retiens, la première chose, c'est cette reprise, cette constance-là du championnat national de première division, mais également la reprise du championnat national de deuxième division et du championnat national de troisième division. On peut aussi parler du football féminin, qui a le championnat qui a repris, même si entre-temps ça s'est arrêté. On a vu quand même aussi, au-delà des éperviers fanions, qui sont réguliers sur un certain nombre, qui sont présents dans les matchs amicaux, même si on estime aujourd'hui que les résultats ne sont pas encore au niveau. On a vu toutes les équipes nationales se décliner. On a l'équipe nationale féminine qui est là, l'équipe nationale U21, U17, qui sont là et qui s'entraînent régulièrement. Maintenant, je pense que ce sont les résultats qui n'ont pas suivi au niveau des équipes nationales, mais sur la gestion de la fédération, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à des êtres humains imparfaits que nous sommes, Akpovi a quand même réussi à redonner des lettres d'honneur à cette fédération. Et bien le congrès placer aussi un mot avec Akpovi, je crois que la confiance est revenue entre la FTF et la FIFA, de même que la CAF. C'est vrai que il y a encore des décaissements qu'on attend parce que on n'a pas fait le compte des dernières gestions. Donc tout cela, je crois que c'est à féliciter. Mais c'est aussi avec Akpovi que nos 600 millions sont restés. On ne nous a pas rendu compte. Vous parlez de la CAN 2017. Oui, tout à fait. Donc, je crois que tout cela peut ternir son. Eh bien, l'élection. C'est le gouvernement qui a décaissé et géré les sous. Mais... Ok, ce débat, on l'a tellement fait ici que je voudrais qu'on y revienne une autre fois. La question Claude Leroy, finalement, je crois que c'est de la prérogative. Si je ne me trompe, Marc peut faire chose là. C'est de la prérogative de la FTF de recruter un entraîneur national. Voilà que nous en avons un et il est décrié par tous. Mais il est toujours là. La FTF nous dit toujours. Il semble, d'après ce que nous apprenons, vous et moi, que le cas Claude Leroy dépasse Akpovi, que Claude Leroy dépasse même le ministère des Sports. Alors, regardons plus haut à quel niveau. C'est un dieu sur terre. Pas Dieu, mais en tout cas, ça dépasse et Akpovi et la fédération. Selon les informations, ça dépasserait même celui que vous voulez voir plus haut. Donc, finalement, je ne sais plus à qui on va référer ce cas-là. Alors, revenons à l'Assemblée générale élective de la fédération. Ce sera le 25 juin prochain, mais les candidats ont jusqu'au 26 décembre pour déposer les candidatures. Le confrère, l'alternative qui parle de cette élection s'intéresse au corps électoral. Qui risquerait d'envenimer l'Assemblée générale élective. Et l'alternative rappelle que actuellement il y a 14 clubs qui jouent la première division, 20 en deuxième division. Je n'ai pas le chiffre pour la troisième division. Et il y a également les ligues
et l'alternative trouve que le corps électoral pourrait avoisiner la 50aine de membres. Alors, est-ce que... Bon, ça peut poser problème parce qu'il faut maîtriser le corps électoral. Ceux qui iront à l'Assemblée générale élective de la Fédération souffrent eux aussi de ceci ou bien de cela. Thierry? Oui, plutôt Marc. La certitude au niveau de ces présidents de clubs, de ces responsables de ligue, c'est qu'ils ont toujours de tout temps été au centre des intrigues qui ont amené tous les problèmes dans notre football. Et une certitude aujourd'hui, à l'approche des élections, nous sentons quand même déjà qu'il y a un mouvement au niveau de ces différents présidents de clubs, en tout cas d'un certain nombre, pour déstabiliser la dynamique menée par Akpovi jusqu'aujourd'hui. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il est urgent que ces présidents de clubs, ces responsables de ligue, parce qu'entre-temps, il y a eu une réforme au niveau des ligues, puissent pour une fois voter utile. Ne pas voter parce qu'ils auraient pris, en tout cas comme certains l'ont affirmé eux-mêmes après un certain nombre d'élections, ils auraient pris des pots de vin, des millions, mais voter utile, voter pour la personne ou l'équipe à même de propulser le football togolais dans une autre dimension, ou du moins, même si l'équipe ne peut pas faire mieux que ce qu'Akpovi a fait aujourd'hui, que l'équipe maintienne au moins le niveau auquel Akpovi est arrivé avec le football, avec cette confiance-là renouvelée aujourd'hui entre la CAF, la FIFA et la fédération, et puis les championnats qui au moins ont lieu régulièrement. Merci. Un auditeur qui nous suit veut participer à ce débat en nous complétant que Akpovi a commencé à redorer l'image du football togolais à l'international. C'est sous Akpovi qu'une Togolaise a été admise dans une commission spéciale de la FIFA. Et c'est également Akpovi qui a parrainé un Togolais qui est le vice-président du comité d'audit et de conformité de la CAF à ce jour. Donc, deux éléments qui complètent peu importe ce beau bilan qu'il a, vous savez, les élections au niveau de la fédération togolaise de football, c'est un peu comme les élections aux États-Unis, où il y a des grands électeurs. Si vous arrivez à les avoir avec vous, vous passez haut les mains, vous passez haut les mains. Donc, c'est pour dire que Akpovi, en tout cas, c'est des gens qui ont travaillé pour son élection. Donc, certainement, s'il veut continuer l'aventure, il doit tout faire pour s'entendre avec ces mêmes personnes-là. Et on les connaît. Moi, je veux pas citer de nom. On les connaît. Il va les connaître parce que c'est par eux qu'il est passé pour être médecin. Voilà, mais il s'est fait qu'à des moments donnés, il y a eu un peu de froid entre eux. Mais si Akpovi doit passer encore, il doit recomposer avec ces personnes-là. Ça aussi arrive souvent. Vous savez, les rois et les faiseurs de rois, c'est pas toujours le grand amour. Mais faisons confiance aux rois tels qu'ils sont au pluriel, de s'entendre avec leurs faiseurs, si tant est qu'ils veulent toujours être rois. Passons maintenant à l'élection du président de la République en 2020, juste les derniers épisodes. Le confrère L'Union pour la Patrie nous en parle et dit que la CENI rassure tout le monde. C'est la CENI qui organise, qui supervise cette élection cruciale. Eh bien, la révision des listes électorales a eu lieu. La CENI a porté communication des juges qui devront connaître le contentieux sur les listes électorales. Sauf que la CENI ne nous a pas encore ouvert la période où on peut réagir d'une façon ou d'une autre sur les recours, avec les recours sur la liste électorale. Vous savez, le travail de la CENI rassure peut-être tout le monde, sauf moi, parce que quand vous voyez la manière dont le processus de révision des listes électorales a été mené, et quand vous mettez à côté le fait que le Togo a déjà une belle expérience dans la biométrie, ça fait depuis 2007, et depuis 2007, ça fait la 7e ou la 8e élection qu'on est en train de faire avec le même processus biométrique. Et quand vous voyez comment, de manière brouillonne, excusez-moi, ce processus-là de révision de liste électorale a été conduit, la CENI est tout sauf rassurante. Et j'aimerais dire que, vous savez, nos élections présidentielles ont toujours été des moments délicats, des moments où l'opinion même est fragile et tout peut enflammer pour tout ou pour un rien.
Et quand la CENI ne donne pas de véritable gage qu'elle est capable d'organiser ces élections-là avec tout le sérieux nécessaire, avec le respect minimum qu'il faut au test. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que pour une CENI qui elle-même appelle des jours avant des citoyens à venir se faire recenser, avec l'équipe technique qui travaille sur la biométrie est restée la même, ces ETS et SNEDAI depuis 2007. Et que le vendredi même, jusqu'à 18h, il y avait des centres où des machines ne fonctionnaient pas. Même le lundi, qui était censé être le jour de prolongation, les choses ne se sont pas passées comme il faut. Maintenant, si la CENI se complaît dans ces médiocrités-là pour dire, bon, je rassure et tout va bien, je pense qu'on est en train de prendre une mauvaise voie. Mais si la CENI prend acte en réalité du fait qu'il y a un certain nombre d'erreurs, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de faux pas dans ce qu'elle est en train de faire, je pense qu'il est encore temps qu'elle puisse se corriger avant d'ouvrir cette fameuse période de recours. La CENI qui nous suit sûrement au club de la presse ou bien tous les médias doit se rendre compte des critiques qui lui sont adressées. C'est dans ce sens-là que la CENI on doit vouloir faire mieux. Ce titre encore une fois du confrère l'Union pour la Patrie qui dit que la CENI rassure avec la nomination des juges devant connaître le contentieux sur les listes électorales. Mais je disais Thierry, la CENI n'a pas encore ouvert la période du contentieux sur les listes électorales. Oui, je crois qu'il faut finir avec les compilations pour permettre à la CENI d'avancer dans le processus. La CENI se rassure, peut-être que c'est les commissaires eux-mêmes qui se rassurent parce que dans l'opinion, ce qui se dit ici et là, les électeurs ne sont pas rassurés, les candidats ne sont pas rassurés, la CENI, on ne peut pas comprendre qu'on sort d'une élection quelques mois après, on rentre dans une autre et qu'on puisse traîner toujours les mêmes problèmes de kit et autres là. Et je ne sais pas ce qui se passe, ou du moins on a opté pour la médiocrité, on fait avec, ou on veut aller, on veut exceller dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, il est de bon temps que on puisse revoir la copie pour que les prochaines étapes, qui, à mon sens, seront beaucoup plus critiques, qu'il n'y a pas de problème. Je crois que déjà, ça fait la deuxième fois qu'une mission de la CEDEAO est au Togo. Si cette mission-là se multiplie, c'est parce que il y a des inquiétudes. Nous ne voulons plus retomber dans dans des choses que nous avons vécues qui n'ont pas été du tout roses pour notre pays. Donc, il faut que les uns et les autres puissent travailler pour que ce processus-là soit le plus crédible possible. Merci. La CENI qui rassure, mais la CEDEAO qui veut s'assurer, d'où encore cette mission de la CEDEAO dans nos murs, conduite par le général Francis Béhanzin, qui rencontre les acteurs, les politiques, sûrement les membres du gouvernement. Aux dernières nouvelles, la mission de la CEDEAO a rencontré même la CENI. L'alternative voit tout ça d'un œil critique, pour ne pas dire sceptique. L'alternative qui titre présidentielle 2020 va et vient de la CEDEAO à Lomé. Ça sent déjà le complot. Ça sent déjà le complot. Et aux sorties des audiences qu'ils ont eues avec la mission de la CEDEAO, le reliquat de la C14 et le Front citoyen Togo Debout ont sorti des communiqués pour annoncer l'audience dont ils sortaient l'un et l'autre, également leurs préoccupations. Vous avez suivi le reliquat de la CEDEAO qui a posé le problème de la candidature de Faure Gnassingbé devant la CEDEAO, et le Front citoyen Togo Debout qui est revenu sur ses préoccupations, à savoir un fichier électoral fiable, crédible, la recomposition de la CENI, ses démembrements et la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Oui, je ne sais pas ce qui se passe sur le cas Togo, où à chaque fois la CEDEAO n'arrive pas à avancer.
il y a la Guinée qui vient de Guinée-Bissau qui vient de connaître son premier tour pour les présidentielles et la CEDEAO était fortement impliquée dans ce processus-là. On a vu que en tout cas avec quelques réserves, tout s'est bien passé et les Guinéens s'apprêtent pour le deuxième tour. Et l'implication de la CEDEAO dans ce pays a été beaucoup plus appréciée. Mais sur le cas togolais, les doléances ou les revendications, en tout cas d'une certaine classe politique, ne sont jamais prises en compte. Parce que à l'heure où nous sommes, il y a certains qui continuent par appeler à l'arrêt du processus ou que le processus soit beaucoup plus transparent. Mais la CEDEAO n'arrive pas à faire changer le cours des choses. Donc, on ne comprend pas, et c'est peut-être c'est cela d'ailleurs qui amène l'alternative à titrer de la sorte. Donc, il faudrait que la CEDEAO soit beaucoup plus responsable dans ces différentes missions qu'elle mène au Togo. Oui, et si des gens qui continuent à se montrer très sceptiques, il y a d'autres acteurs politiques également qui rassurent sur le déroulement de ce processus avec la CENI et quelques formations politiques d'ici et là. Décidément, il ne doit pas être facile à la CEDEAO d'arbitrer le jeu politique togolais. Oui, bien évidemment, nous avons toujours été un pays spécifique, un pays particulier. Et je pense, Thierry disait tout à l'heure que la CEDEAO a pu apporter quand même une solution à la Guinée-Bissau parce que justement les acteurs dans ces pays-là non seulement ont une vision claire de ce qu'ils veulent, mais aussi ont des revendications réalistes. Mais nous connaissons tous comment dans notre pays nous sommes allés du coq à l'âne pour ensuite finir par faire une manifestation géante avec des panneaux insultant ces mêmes personnalités de la CEDEAO. Maintenant, il ne faut pas oublier l'objectif ou la finalité de la CEDEAO quand elle vient dans les pays ou en tout cas où pointe des crises ou des conflits. La CEDEAO, ce n'est pas tant de veiller à ce que vous élisiez telle ou telle autre personne en tant que président ou que vous fassiez ci ou ça, mais l'objectif global de la CEDEAO, c'est dans un contexte global d'insécurité, de terrorisme et tout ça, d'arriver à maintenir une certaine stabilité dans les pays qui sont qui sont relativement paisibles. Et donc, la CEDEAO travaille avec le Togo à cette stabilité-là. Et quand on analyse le coq à l'âne qu'ont fait les leaders de l'opposition, à chaque fois, je ne dis pas que la CEDEAO ne soutient pas ses leaders ou soutient par contre le pouvoir, mais vous comprenez quand même la position de la CEDEAO par rapport à tout ce qui se passe. Merci, il est 12h. Nous allons nous ouvrir incessamment à vous les auditeurs pour la partie la plus inclusive de cette émission. Juste le temps, Stéphane Temeruku, il y a un ancien camarade du CEU de Haute qui vous salue, Prosper Mawenam Agbetogon, qui vous salue et qui se dit heureux de vous suivre en direct chez nous ici, comme quelqu'un qui nous salue depuis Nadoba, c'est un pays Tamberman, depuis un château du pays Tamberman, on nous suit directement à Nadoba. Thierry Afenkoé, ça nous donne une certaine fierté. Oui, ça fait plaisir et cela montre le sérieux du travail qui est abattu ici sur Canal FM avec le concours des confrères et des radios partenaires. Donc, félicitations. Merci. À vous. Les amis qui s'impatientent déjà, juste une petite obligation commerciale. Et puis, le club de la presse s'ouvre sur vous. 93.5 Canal FM. Merci Stéphane. Juste un petit mot avant que nous ouvrions l'antenne aux auditeurs. Nous pensons que il est important pour tout homme qui a le souffle de vie de penser qu'il y a un Dieu qui existe et lui dire merci chaque jour. Merci. Eh bien, notre ami Madidi en ligne, bonjour. Bonjour bonjour l'émission, bonjour Stéphane. Oui, bonjour à vous. Plateau. Oui. C'est pour participer à l'émission concernant le passage de la délégation de la CEDEAO. Oui, nous vous suivons.
Bon, je dirais que la délégation de la CEDEAO en passant au pays. Chade, à peine commencé que notre ami nous a quittés. Juste rappeler que c'est la deuxième fois que la CEDEAO est dans nos murs. Une dernière fois, ils étaient avec l'émissaire de l'ONU, Ibn Chambas. Maintenant, ils sont venus seuls. Général Béanzin et sa délégation. Ils rencontrent les acteurs sociopolitiques, les partis politiques, mais également la société civile. Abonné en ligne, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui. Bonjour au plateau. J'ai une question à la journée de reconnaissance à Dieu. Stéphane vous écoute. Et puis une analyse. La question, on a toujours reproché aux organisateurs un aspect politique de la chose, sur le fait que... Il est parti aussi, décidément. Est-ce que quelqu'un s'en prend à notre ligne ou bien à nos lignes? Ouais, mais Stéphane, j'ai écouté le début, il semble que on trouve quelques politisations de la GNRD. Oui, c'est le problème que nous avons très souvent au Togo, parce que les gens estiment que quand le numéro 1 du pays est dans votre événement, l'événement est donc politique. Nous leur disons tout simplement que ce n'est pas le cas. C'est un événement pour tout le Togo, mais essentiellement pour les chrétiens. Et le chef de l'État étant également un chrétien, est un invité de l'Église à la GNRD de chaque année. Et il n'hésite donc pas à toujours être présent pour lui aussi rendre grâce à Dieu. Donc c'est l'individu Faure Gnassingbé chrétien que vous invitez et c'est pas son statut de président de la République. Pas forcément. Merci. L'ami Bawa en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Comment vous allez? Dieu merci, nous nous portons bien. Je salue le plateau. Nous vous saluons en retour. Monsieur Sass, j'aimerais réagir à propos de la CENI. Oui. Oui, ça nous étonne chaque fois qu'il y a élection au Togo, le problème se pose toujours à la CENI. Et des élections législatives passées, bon, disons, même malgré si l'opposition a demandé la boycott, nous étions allés pour le faire censer, on n'a pas pu. Pour cette fois-ci aussi, on est allé, il y avait deux mondes, toute la famille, je vous dis, on est au nombre de 7 personnes, on a attendu jusqu'à 4 jours, personne parmi nous n'a pu se faire recenser. Vous étiez dans quel centre de recensement? C'est à Agoué catholique. Agoué catholique. Oui. Oh, ils ont augmenté une journée. On est allé rester jusqu'au soir, on n'a même pas mangé. À peine 10 personnes se font recenser, on est revenu à la maison à zéro. Même si on ne veut pas voter, on a besoin de 4 électeurs pour circuler avec. Donc vous dites que la CENI doit revoir cette chose, sinon c'est égal à zéro. Merci. Seulement Thierry, on a dépassé le stade des opérations. Maintenant, il faut que la CENI s'active pour les compilations et qu'elle ouvre la période du contentieux sur la liste électorale. Oui, mais son cas est inquiétant parce qu'il parlait de 2018. 2018 n'a pas pu se faire enrôler. 2019, pareil. Alors que 2019, ça s'est passé 2 fois avec les locales et la présidentielle. Donc, c'est inquiétant. Ça dit que si ces kits sont fatigués, il faut penser à les remplacer. Merci. On va recevoir Abonné qui est revenu en ligne. Bonjour Abonné. Oui, il a répondu à une partie de ma question. Est-ce que les autres acteurs politiques, ce sont des charlatans? Et de la manière ils réussissent à avoir l'invitation du président de la République, qu'est-ce qui bloque pour les autres? Merci. Ça, alors Stéphane, est-ce que vous invitez également... Allô. Oui. Vous permettez pour l'analyse? Ok, allez-y. Quand on veut incriminer la CEDEAO, et vous voyez que dans les autres pays, ça semble que la CEDEAO arrive à faire un bon travail, ou bien dans certains pays où la population sent que la CEDEAO ne peut pas faire un bon travail, il leur ferme la porte. Est-ce que les acteurs politiques eux-mêmes ne peuvent pas se regarder dans leur miroir pour voir qu'est-ce qu'ils font et que la CEDEAO les téléguide de gauche à droite? Parce qu'on dit chez nous, tout me doit pour naname. Ah, on que le doigt? Voilà, Stéphane, est-ce que vous invitez également les autres acteurs, enfin tous les acteurs politiques
à la GNRD. Et nous invitons tout le monde à la GNRD. Nous invitons, pour le cas du chef de l'État, je l'ai dit tout à l'heure, en tant que chrétien, il vient, un invité de l'Église. Et c'est un honneur pour nous de l'avoir au milieu de nous en tant que président, mais en même temps invité qui vient. C'est un honneur. Mais toutes les sensibilités politiques sont toujours invitées. Et ils reçoivent nos invitations avec des charges d'ailleurs. Et puis insister que cette année, quelqu'un d'autre vienne à côté pour s'ajouter à Fort Gnassingbé. Et c'est notre souhait, nous le faisons toujours. Et nous pensons que ce mur d'incompréhension sera brisé un matin. Vivement. Et nous serons ensemble pour louer le Seigneur. Monsieur Maglo en ligne, bonjour. Bonjour, ça c'est... Oui. Je salue tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Des fois, il m'arrive de me demander où est-ce que je me trouve. Je suis sur la terre togolaise ou dans un autre monde. Lorsque vous parlez de la CEDEAO, que la CEDEAO arrive à résoudre certains problèmes, je me demande si c'est vrai ce que vous dites. Il y a un auditeur qui a répété la même chose. La CEDEAO, pour la seule chose qu'on connaît, sa performance, c'est d'asseoir les dictateurs. C'est un syndicat, c'est connu de tout le monde. Parlant justement de la Guinée-Bissau, oh là là, le problème n'est pas résolu. Il y a tout un tas de problèmes. Parce que quelqu'un est allé parmi vous jusqu'à dire que les Bissau-Guinéens ont formulé des revendications claires. Ça veut dire qu'au Togo, nos revendications sont des farfelues. C'est mal formulé. C'est ça qu'on voudrait nous faire croire. Les revendications togolaises ne sont pas de vraies revendications. C'est pourquoi on n'a pas de solution. Oh là là, soyons quand même véridiques des fois. Bon appétit. Merci Maglo. Vous avez un ton quelque peu manichéen qui ne permet pas le débat contradictoire. Je vous le concède, mais nous invitons tous à l'ouverture. Et surtout, suivez bien nos commentaires avant d'entrer en ligne et nous en sortirions beaucoup plus grandis. Alors, Monsieur Sylvain Agbaï, bonjour. Oui, Monsieur Sang, bonjour. Oui. Et s'il vous plaît, si vous pouvez entrer en ligne avec le collègue en fait là. Et je voudrais savoir la signification en français parce que la signification de Tingbampal. Oui, Tingbampal. Oui, je voudrais connaître un peu la signification en français parce que... Là, souffrez que nous ne puissions pas vous le donner aujourd'hui, mais nous allons contacter nos amis auditeurs MOBA ou du pays, l'argent des savanes, quand ils auront éclairé notre lanterne, nous viendrons vous servir. Voilà un prochain auditeur qui va peut-être s'intéresser à d'autres questions de tout ce que nous avons pu développer aujourd'hui. On peut ne pas toujours être d'accord avec ce que disent les confrères au studio, mais que le débat soit plus riche dans la contradiction s'il le faut. L'auditeur suivant en ligne, c'est Pelé. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Pelé. Oh, ça va. Bon, moi c'est concernant l'arrivée de la CEDEAO. Vous voulez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Oui, c'est concernant l'arrivée de la CEDEAO. Oui. Oui, bon, déjà on connaît leur histoire là. Donc, la question que moi je vais poser sur le plateau là-bas, quand est-ce que la crise togolaise a démarré? Qui connaît ça? Quand est-ce que cette crise-là a commencé? Ouais. Si vous savez, éclairez-nous. Bon, c'est le 13 janvier 1963. Alors, depuis ce jour-là, est-ce que M. Etienne Ayadema a pris le pouvoir? Depuis ce jour-là, on dit qu'il y a réconciliation. Il y a crise. Donc, il faudrait que le gouvernement essaie de régler ce problème-là avant d'aller aux élections. Pourquoi la CEDEAO va venir? Donc, si la CEDEAO n'est pas venue, donc il n'y aura pas élection. C'est la question qu'il faut poser maintenant. Si la CEDEAO n'est pas venue, il n'y aura pas élection. Donc, quand on nous dit que la CEDEAO va venir, alors que la CEDEAO nous a déjà conduit une feuille de route, elle ne connaît même pas l'origine et les trains de l'aboutissement. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut venir faire maintenant? Elle de venir revoir la feuille de route ou bien de faire une autre feuille de route. C'est la question que moi je vous ai posée.
Merci. Alors notre ami qui dépasse la CEDEAO, qui remonte à l'origine même de la crise que lui situe au 13 janvier 63, d'aucuns pourraient remonter beaucoup plus loin. Alors Marc Abouflan a écouté notre ami auditeur, ça veut dire que tout ce que la CVJR a fait, c'est pas assez efficace à son goût. Oui, bien évidemment, c'est vrai que nous aussi, Togolais, nous compatriotes, des fois, nous n'avons pas la bonne mesure des choses. Et il ne faut pas oublier que la CEDEAO ne vient pas seulement au Togo. La CEDEAO, dans son fonctionnement normal, à chaque fois qu'il y a élection dans un des 15 pays qui composent la CEDEAO, la CEDEAO y va pour prendre en fait langue avec les différentes parties prenantes du processus et s'assurer que tout va bien. Maintenant, vous savez, il y a aussi cette duplicité-là que je relevais du langage de nos politiciens qui disent autre chose devant les émissaires de la CEDEAO et une fois qu'ils sont dehors, viennent raconter autre chose sur les médias ou viennent dire autre chose au public. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Alors bonjour, Saf. Oui, c'est Zoukenine, c'est ça? Zoukenine. Vous êtes togolais ou bien plutôt russe? Non, c'est togolais. Merci beaucoup. Et voilà. Alors, c'est pour vous dire simplement que si la CEDEAO a répété sa venue au Togo, vous devez comprendre qu'il y a problème en la demeure. Au niveau de la CEDEAO elle-même, partant de là. Parce que je vous dirais que Dieu n'est pas fou pour envoyer plusieurs fois les prophètes. C'est parce qu'il y a quelque chose sur terre qu'on a toujours envoyé les prophètes. On n'aurait envoyé qu'un seul prophète. Oui. Si personne n'a fait demande à la venue de la CEDEAO et que c'est elle-même qui a trouvé l'importance de venir, c'est qu'elle se reproche de quelque chose. Alors la balle est dans son camp. Tout ce qui se passera comme de mal sur cette terre, sinon sur nos territoires de la CEDEAO, il faudrait qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. On n'a plus besoin d'eux, on leur a utilisé cela. Je ne sais pas pourquoi ils viennent. La dernière fois quand ils sont venus, ils n'ont pas daigné contacter un certain nombre de partis. Et les partis n'ont pas demandé qu'ils reviennent, mais eux-mêmes ils ont trouvé qu'il va falloir qu'ils reviennent. Donc peut-être pour venir se dédire ou pour ça se collecter encore des sous, je n'en sais rien. Mais tout compte fait, leur conscience les trouble, sinon ils ne seraient plus venus. Merci Zoukenine. Alors Thierry, est-ce que c'est la CEDEAO qui s'est invité ou bien c'est nous les Togolais qui leur avons demandé de venir? Non, je crois que Marc l'a si bien dit, c'est une routine pour la CEDEAO. À chaque fois qu'un pays membre organise des élections, il y a une mission qui se dépêche pour accompagner le pays dans le processus d'organisation des élections, et c'est ce qui se passe avec nous actuellement. Je reprécise l'exemple de la Guinée. En Guinée-Bissau, oui. Avec le concours de la CEDEAO, le président sortant a organisé les élections et l'a perdu. Mais pourquoi chez nous des choses comme ça n'arrivent jamais? C'est la question que moi je me pose. Question que beaucoup de Togolais se posent. Voilà. Peut-être que l'ami Georges va nous satisfaire. Bonjour Georges. J'ai la réponse à la question. C'est Georges. Ah oui. Le président sortant a perdu les élections. Il est 4e, je crois. Oui, en Guinée-Bissau. Oui, ça veut dire tout simplement qu'ils ont une élection, une CENI transparente, indépendante. C'est tout. On n'a pas ça au Togo. Ça n'arrivera jamais au Togo. Non, soyez quand même optimiste, l'ami Georges. Ça. Oui. Ok, wait and see. Have a good weekend, sir. Merci. Soyons positifs. Le meilleur viendra alors que tout n'est quand même pas si noir sur la terre de nos aïeux. L'auditeur suivant. Encore un ou deux auditeurs que nous prenons et puis nous venons faire le point. Et puis juste rappeler que lors de la dernière mission de bons offices de la CEDEAO en 2018, tout n'a pas été négatif. C'est avec le concours de la CEDEAO où les 8 sièges ont été obtenus à Conakry pour l'opposition. Seulement les nôtres ont refusé de siéger. Oh, ils auraient... Quel votre? Je parle de la C14. Voilà. Ils auraient siégé et peut-être aujourd'hui on n'en serait pas là. C'est ce que Marc qualifiait tantôt de faux bons. Donc quand il y a des avancées, les nôtres ne saisissent pas les opportunités. Merci. Isaac en ligne, bonjour. Ouais, bonjour monsieur. Oui. C'est par rapport à l'intervention de la CEDEAO. Oui. Moi j'ai l'impression qu'au Togo, on veut seulement entendre ce que nous voulons entendre, au détriment des lois
même nous avons fait. L'opposition, moi, je ne les comprends pas. À tout, on ne peut pas dire aujourd'hui pour aller au mondial, quand le Togo va participer aujourd'hui, il faut changer les lois, alors que les lois sont déjà établies. Mes amis, il faut qu'on fasse quelque chose de bon. Il ne faut pas qu'à tout moment, on ne peut pas aller prendre le fauteuil présidentiel dans les rues. Merci. En revendiquant. On dit une chose ici et on dit l'autre par ici. Ça ne nous arrange pas. Merci beaucoup l'ami Isaac. Maintenant, c'est Kokou, bonjour. L'ami Kokou, bonjour. À propos de de tout le débat autour de la CEDEAO, il me plaît de rappeler la pensée du jour quand Nietzsche écrivait que la croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige et la seconde se combat. Chacun devrait se demander encore si nous sommes victimes d'une mauvaise vue ou plutôt d'une mauvaise foi. La technique, le dernier auditeur aujourd'hui, eh bien, on me signale qu'il n'y a plus personne en ligne. Merci pour ces compléments qui nous donnent une ouverture d'esprit. Ce que les amis auditeurs disent nous permet de nous compléter et de nous ouvrir sur d'autres choses. Nous souhaitons qu'il en soit de même et que les amis nous écoutent aussi. Peut-être que ce que nous disons dans ce studio peut leur ouvrir davantage l'esprit. Stéphane Temerikou, donc vous avez pris l'engagement d'inviter tous les Togolais, quels qu'ils soient, pour que la journée nationale de reconnaissance à Dieu soit réellement inclusive. Tous les Togolais, quelle que soit leur sensibilité politique, leur appartenance religieuse, sont invités pour aller rendre grâce à Dieu. Et la journée retenue, c'est ce 15 décembre 2019. Et les lieux sont différents sur toute l'étendue du territoire. Mais à Lomé, nous nous retrouvons non au stade de Kégué, mais précisément au stade Omnisport de Lomé. Merci. Et l'heure, c'est à 14h. 14h et la même heure à Tchévié, à Akpalimé, à Takpamé, Sokolé, Kara et Dapan. Exactement. Merci, mais seulement ceux qui iront vers Sokolé, Kara et Dapan devront prendre leur kenté, leur loupo ou bien des manteaux parce que le matin, le soir, la température risque d'être un peu fraîche. Ouais. David Agouati, qui a pris femme en pays Mouba, en sait quelque chose. Eh bien, revenons ici pour terminer. Thierry Afankoué, 1 minute. 1 minute avant le carton. Oui. Bon, vous savez, je crois que si ceux qui veulent l'alternance ou ceux qui veulent diriger ce pays, le petit conseil que moi j'ai à leur donner, c'est d'aller chercher les moyens. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas gagner une élection ou des élections si vous n'avez pas les moyens financiers qu'il faut. C'est-à-dire que notre opposition a longtemps surfé sur un désamour entre les Togolais et le régime actuel. Mais il se fait que ça ne marche pas. Donc, il faut inverser les choses, chercher les moyens, investissez le terrain, travailler et ils auront le résultat qu'il faut. En fait, ce que vous dites là, c'est ce que Monseigneur Kodjouro a compris, qui a commencé à rechercher le fonds de campagne avant même de trouver son candidat unique. Oui, Marc Aboflan. Oui, vous savez, j'aimerais quand même revenir un peu sur l'intervention de la CEDEAO. Nous voulons toujours, en tant que Togolais, en tout cas la majorité veulent que ce soit ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent que la CEDEAO dise ou traduise. Alors que la CEDEAO, à chaque fois qu'elle vient à Lomé, elle a une feuille de mission claire. Et ce sont, pour la plupart, ceux qui viennent, ce sont des fonctionnaires. Quand ce ne sont pas les chefs d'État eux-mêmes qui se dégagent. Et il ne faut pas oublier que le Togo, à travers le gouvernement, et donc ceux qui sont censés combattre, sont membres de la CEDEAO. Le chef de l'État est membre de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, donc prend une part active à toutes les décisions que la CEDEAO. Je crois que ce week-end même, il va participer à... Que la CEDEAO prend concernant le Togo. Et donc, vouloir faire de la CEDEAO un instrument d'alternance ou d'arrivée de l'alternance au Togo, je pense qu'il faudrait que les gens se ravisent. Maintenant, si nous avons, je redis encore, les bonnes revendications bien formulées,
je pense que la CEDEAO peut aider à obtenir un certain nombre de revendications si elles sont légitimes et si elles sont bien formulées. La preuve, Thierry l'a rappelé tout à l'heure, ce sont les concessions que l'opposition a obtenues en vue de préparation de l'élection de 2018. Maintenant, je voudrais revenir aussi sur le cas de la CENI. L'auditeur qui a appelé pour témoigner d'Agoué catholique là n'est pas la seule personne dans le cas qui, pendant les 4 jours de cette révision électorale, se sont pointés plusieurs fois dans les centres de recensement de vote, mais n'ont pas pu obtenir le précieux sésame. La CENI, en ce faisant, prive nombre de Togolais de ce devoir et de ce droit-là qui est légitime pour eux, c'est le droit de vote. Et il faudrait, même si on dit aujourd'hui que la page de révision est close, même si on dit aujourd'hui que beaucoup de choses sont déjà faites, si la CENI ne veut pas se remettre dans le schéma de élection-contestation, puisque c'est elle qui organise, il faudrait que dès maintenant, comme un certain Quadro s'est levé tôt, la CENI prenne les mesures de transparence dès aujourd'hui et empêcher des citoyens de bon droit d'avoir la carte électorale. Ce n'est pas gage d'un processus électoral. Merci Marc Aboufla. Eh bien, vous enchaînez rapidement avec votre carton de fin d'émission, de fin de semaine. J'ai un carton vert à tous les auditeurs, parce que ce n'est pas facile de passer son temps à nous écouter, mais surtout aux critiques les plus acerbes qui, à mon avis, nous permettent de nous améliorer constamment dans ce que nous faisons. Merci Thierry Afankoué. Oui, pas de carton, mais juste ceci, parce que avant de retrouver dimanche la JNRD, nous les ressortissants du quartier Savi à Écuy, nous avons réunion donc à 14h30 dans la maison de l'ancien président Dikbo Edo, maison 6 à Gakpoto, à côté de l'imprimerie du Sud. La réunion c'est pas à Écuy, mais à Lomé ici. Oui, à Lomé. Okay. Donc nous invitons donc tous les ressortissants et les natifs du quartier Savi. Merci Stéphane Teberekou. Le mot de conclusion en attendant de nous retrouver dimanche. Merci beaucoup, merci à Canal FM. Je voudrais une fois encore nous convier tous, Togolais que nous sommes, à nous retrouver en ce jour-là pour dire merci à Dieu, parce que nous tous, quel que soit notre bord, nous luttons pour une seule cause, le bien de notre pays, la terre de nos aïeux. Et seul Dieu peut vraiment nous aider à ce que nous puissions aller de l'avant. Merci Stéphane. Heureuse vous qui êtes la nation dont l'Éternel est Dieu. Merci vous qui êtes ancien élève du CEU de Haouté, ce camarade du CEU de Haouté qui vous a salué. Eh bien, nous étions, Stéphane, nous avons créé une amicale, l'amicale des anciens élèves du CEU de Haouté. Et le bureau de cette amicale a rencontré la directrice et ses collègues enseignants hier. Nous avons fait le point de la rentrée. Je vais partager avec vous les préoccupations de notre CEG commun. Très bien, avec plaisir. Également, exprimer notre solidarité à une amie, Madame Antoinette Dorsis, qui a perdu sa maman. La veille de chant et prière, c'est à l'église de Onyomé ce soir. Et l'enterrement demain. Antoinette, beaucoup de courage, et votre mari Henri. Courage encore à notre frère aîné et ami Lucien Dossou-Mensan, qui enterre sa maman demain. Mais toutes nos félicitations à Sylvestre Béni qui se marie devant l'Éternel demain. Eh bien, Thierry, nous présageons que notre ami il connaît toutes les lois du mariage devant Dieu. Devant les hommes. Devant les hommes. Fidélité oblige. Hein? Merci beaucoup Sylvestre. Joyeux ménage. Bon week-end à nous tous. Et nous nous retrouvons lundi prochain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.